Bonjour à tous. Pourquoi certaines voix comptent-elles plus que d'autres dans une réunion? Comment se fait-il qu'une personne sans titre officiel puisse avoir plus d'influence qu'un manager? Et surtout, comment ces jeux de pouvoir invisibles sabotent-ils la coopération sans que personne n'en parle ouvertement? Aujourd'hui, nous allons parler des dynamiques de pouvoir dans les groupes à travers le prisme de l'énéagramme. Alors, vous savez quoi? Cette question est absolument centrale pour comprendre pourquoi certaines équipes fonctionnent remarquablement bien, tandis que d'autres s'enlisent dans des conflits larvés. Voyez-vous, le pouvoir dans un groupe n'est jamais uniquement une question de hiérarchie formelle. En fait, Michel Crozière, sociologue français majeur, a consacré une grande partie de son œuvre à démontrer que le pouvoir réel circule de manière beaucoup plus complexe et subtile. Eh bien, quand on croise cette analyse avec l'énéagramme, on obtient une grille de lecture vraiment puissante pour rendre visibles ces jeux d'influence et rééquilibrer la coopération. Michel Crozier, c'est un sociologue français né en 1922 et décédé en 2013. Il est l'un des fondateurs de la sociologie des organisations. Son ouvrage majeur, Le phénomène bureaucratique, 1963, puis L'acteur et le système, coécrit avec Erhard Friedberg, 1977, ont révolutionné notre compréhension du pouvoir dans les organisations. Crozier a démontré que le pouvoir ne découle pas simplement de la position hiérarchique, mais de la maîtrise des zones d'incertitude et de la capacité à contrôler des ressources stratégiques. Maintenant, pourquoi cette perspective est-elle si importante? Parce que si nous ne comprenons pas comment le pouvoir circule réellement dans nos équipes, nous ne pourrions jamais créer une véritable collaboration. Nous resterions prisonniers de structures formelles qui masqueraient les vrais leviers d'influence. Dans cet épisode, nous allons explorer trois dimensions essentielles. D'abord, nous verrons comment Crozier définit le pouvoir et ses sources dans les organisations. Ensuite, nous examinerons comment chaque profil de l'énéagramme développerait des stratégies spécifiques pour acquérir et exercer du pouvoir. Et puis, nous identifierons des méthodes concrètes pour rééquilibrer ces dynamiques et restaurer la coopération. Première partie, les sources du pouvoir selon Crozier. Alors, commençons par comprendre vraiment ce que Michel Crozier nous enseigne sur le pouvoir. Bon, sa thèse centrale est que le pouvoir ne serait jamais un attribut figé lié uniquement au statut ou au titre. En fait, le pouvoir découlerait de la capacité d'un acteur à contrôler ce qu'il appelle les zones d'incertitude. Une zone d'incertitude, c'est tout ce qui est imprévisible, non routinier ou difficile à remplacer dans une organisation. Imaginez un technicien qui serait le seul à savoir réparer une machine critique. Eh bien, cette personne détiendrait un pouvoir considérable, bien au-delà de ce que son poste indiquerait formellement. Crozier identifie quatre sources principales de pouvoir. D'abord, la maîtrise d'une compétence rare ou d'une expertise spécialisée. Ensuite, le contrôle des relations avec l'environnement extérieur, par exemple, celui qui gérerait les contacts avec les clients clés. Puis, la maîtrise de l'information et des circuits de communication. Et enfin, la capacité à utiliser les règles organisationnelles ou à les contourner stratégiquement. Maintenant, attention, Crozier ne dit pas que le pouvoir serait intrinsèquement mauvais. Ce qui poserait problème, ce seraient les jeux de pouvoir opaques, non reconnus, qui empêcheraient la coopération authentique. Quand personne ne nommerait ces dynamiques, elles deviendraient toxiques et mineraient la confiance collective. Deuxième partie. Les stratégies de pouvoir par profil énéagramme. Eh bien, si nous croisons maintenant l'analyse de Crozier avec l'énéagramme, nous pourrions identifier comment chaque profil développerait des stratégies particulières pour acquérir et exercer du pouvoir dans un groupe. Le profil 1 chercherait le pouvoir à travers l'expertise et les standards de qualité. Il établirait son influence en devenant la référence morale et méthodologique du groupe. Il maîtriserait les règles et procédures et exercerait son pouvoir en définissant ce qui serait correct ou juste. Sa zone d'incertitude serait la légitimité éthique. Le profil 2
construirait son pouvoir par les relations et les services rendus. Il créerait des réseaux d'obligations mutuelles et se rendrait indispensable en répondant aux besoins des autres. Son influence passerait par l'accès privilégié à l'information informelle et aux connexions interpersonnelles. Sa zone d'incertitude serait le capital relationnel. Le profil 3 chercherait le pouvoir à travers la performance et les résultats visibles. Il s'imposerait comme celui qui ferait avancer les choses et atteindrait les objectifs. Son influence découlerait de sa capacité à incarner le succès et à mobiliser l'énergie collective vers des réalisations concrètes. Sa zone d'incertitude serait l'efficacité opérationnelle. Le profil 4 exercerait un pouvoir plus subtil à travers l'authenticité et la profondeur émotionnelle. Il influencerait en donnant du sens, en nommant ce que personne n'oserait dire et en apportant une perspective unique. Sa zone d'incertitude serait la compréhension des dimensions symboliques et affectives du groupe. Le profil 5 développerait son pouvoir par l'expertise technique et la maîtrise de connaissances complexes. Il contrôlerait les zones d'incertitude intellectuelle et serait celui vers qui on se tournerait pour comprendre des situations compliquées. Son influence reposerait sur sa capacité d'analyse et son recul stratégique. Le profil 6 construirait son pouvoir en se positionnant comme gardien de la sécurité collective. Il identifierait les risques, anticiperait les problèmes et créerait des systèmes de protection. Son influence viendrait de sa capacité à gérer l'anxiété collective et à établir des alliances stratégiques. Sa zone d'incertitude serait la prévention et l'anticipation. Le profil 7 exercerait son pouvoir à travers le contrôle des opportunités et des options possibles. Il influencerait en ouvrant des perspectives, en générant des idées et en maintenant l'énergie positive du groupe. Sa zone d'incertitude serait l'innovation et la capacité à voir les possibilités que d'autres ne verraient pas. Le profil 8 chercherait le pouvoir de manière directe et assumée. Il contrôlerait les décisions importantes, protégerait son territoire et exercerait une influence par la force et la détermination. Sa zone d'incertitude serait le contrôle des ressources critiques et la capacité à imposer sa volonté quand nécessaire. Le profil 9 développerait un pouvoir paradoxal par la médiation et la capacité à créer du consensus. Il influencerait en apaisant les conflits, en maintenant la stabilité et en servant de pont entre différentes factions. Sa zone d'incertitude serait l'harmonie collective et la capacité à éviter les ruptures. Troisième partie, rééquilibrer les dynamiques de pouvoir. Maintenant, vous comprenez comment le pouvoir circule selon les profils. Alors, comment faire pour rendre ces dynamiques visibles et rééquilibrer la coopération? Eh bien, Crozier nous donne des pistes concrètes. D'abord, il faudrait nommer explicitement les zones d'incertitude. Écoutez bien, en équipe, nous devrions identifier collectivement qui contrôle quoi, qui détient quelle expertise, qui a accès à quelles informations. Cette cartographie permettrait de rendre visible l'invisible. Ensuite, il conviendrait de partager l'information stratégique. Voyez-vous, beaucoup de pouvoir découle de l'asymétrie d'information. En créant de la transparence sur les décisions, les processus et les enjeux, nous réduirions les jeux de pouvoir fondés sur la rétention d'informations. Bon, il faudrait aussi diversifier les sources de pouvoir légitimes. Au lieu de laisser une seule personne ou un seul profil monopoliser l'influence, nous pourrions reconnaître et valoriser différentes formes de contribution. Le profil 4, qui donnerait du sens, serait aussi légitime que le profil 3 qui produirait des résultats. En fait, nous devrions instituer des espaces de régulation, c'est-à-dire créer des moments formels où le groupe pourrait discuter ouvertement de ses dynamiques, de ce qui fonctionnerait et de ce qui coincerait. Ces espaces permettraient d'ajuster les relations de pouvoir avant qu'elles ne deviennent toxiques. Et puis, super important, il faudrait développer une culture du feedback sur les dynamiques de pouvoir. Nous devrions pouvoir dire à quelqu'un: «Je remarque que tu monopolises la parole en réunion» ou «Ton expertise technique te donne beaucoup d'influence, mais parfois elle écrase d'autres perspectives». Ce feedback constructif permettrait une régulation continue. Conclusion. Voilà, nous avons exploré ensemble comment les dynamiques de pouvoir façonnent nos collectifs, en croisant l'analyse de Michel Crozier avec les profils de l'énéagramme.
Eh bien, que le pouvoir ne découlerait jamais uniquement de la hiérarchie formelle, mais de la maîtrise de zones d'incertitude spécifiques. Chaque profil développerait des stratégies particulières pour acquérir et exercer de l'influence. Voyez-vous, comprendre ces mécanismes nous permettrait de rendre visibles des jeux qui autrement resteraient opaques et saboteraient la coopération. En nommant ces dynamiques et en créant des espaces de régulation, nous pourrions construire des collectifs où le pouvoir circulerait de manière plus équilibrée et transparente. Dans le prochain épisode de notre série collectif, nous explorerons comment gérer concrètement les conflits dans un projet collectif en nous appuyant sur les méthodes de Patrick Lencioni pour restaurer la collaboration. Merci pour votre écoute.